Dans cette dernière vidéo sur les espaces vectoriels de dimension finie, nous allons parler de formes linéaires et d'hyperplans. Commençons par une première définition. Si E est un K-espace vectoriel, quelconque, pas forcément de dimension finie, on appelle droite vectorielle de E, on dira souvent droite par défaut, sans préciser vectoriel, tout SEV de E de dimension 1. Et on appelle hyperplan de E, tout sous-espace vectoriel de E qui admet un supplémentaire de dimension 1. En particulier en dimension finie, donc si E est de dimension finie, un hyperplan de E, c'est tout sous-espace vectoriel de E de dimension de E moins 1. En dimension finie, il est donc très facile de donner des exemples. Par exemple, sont des hyperplans toutes les droites du plan R2, tous les plans de R3, puisqu'ils sont de dimension 2 dans un espace de dimension 3, ainsi que Kn crochet X dans Kn plus 1 crochet X, puisque le premier est de dimension n plus 1, et il est un SEV du second qui est de dimension n plus 2. Nous pouvons également donner un exemple en dimension infinie. Nous pouvons considérer le SEV x k crochet x, c'est-à-dire tous les polynômes qui sont factorisables par x, autrement dit tous les x fois p lorsque p parcourt k crochet x. C'est donc également l'ensemble de tous les polynômes admettant 0 pour racine. Eh bien, on peut montrer que ce SEV est un hyperplan de k crochet x. Il est possible de montrer que tout polynôme s'écrit de manière unique, comme un polynôme constant, plus un polynôme qui se factorise par x. Autrement dit, k crochet x est égal à la somme directe de x fois k crochet x, plus vecte de 1, donc l'ensemble des polynômes constants. Alors je ne vais pas détailler la démonstration ici, elle n'est pas très compliquée. Si vous n'arrivez pas à le faire en exercice chez vous, nous pourrons en reparler en classe. Ici, vecte de 1 est un espace engendré par 1 qui n'est pas un vecteur nul, donc c'est bien une droite vectorielle. C'est un SEV de dimension 1. Par conséquent, par définition, x fois k crochet x admet un supplémentaire de dimension 1, c'est donc bien un hyperplan de k crochet x. Pour autant, k crochet x et x fois k crochet x sont tous les deux de dimension infinie. Commençons par énoncer une première proposition. Soit E un KEV de dimension finie et petit h un hyperplan de grand E. Donc par définition, grand H admet un supplémentaire de dimension 1. Finalement, si nous prenons n'importe quelle droite, donc n'importe quel SEV de dimension 1 qui n'est pas inclus dans H, alors c'est un supplémentaire de grand H. Autrement dit, toute droite grand D non incluse dans grand H est supplémentaire de grand H, ou encore, c'est une formulation équivalente, si V est un vecteur qui n'appartient pas à grand H, alors H et vecte de V sont supplémentaires dans grand E. Nous allons donc pour la démonstration considérer une droite D qui n'est pas incluse dans grand H. Commençons par montrer que D et H sont en somme directe. Donc c'est un raisonnement, ce type de raisonnement nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises dans ce chapitre. D inter grand H est un SEV de grand D, donc sa dimension est inférieure ou égale à la dimension de grand D, c'est-à-dire qu'elle est plus petite que 1. Donc sa dimension vaut soit 0 soit 1. Or ici, grand D n'est pas inclus dans grand H, donc l'intersection de D et de H ne peut pas être égale à grand D. Ainsi, la dimension de D inter H ne peut pas être égale à la dimension de D, sinon les deux SEV seraient égaux, donc la dimension est nécessairement égale à 0. La dimension de D inter grand H est nulle, ce qui signifie que D inter grand H est réduit à 0, et donc ça c'est le premier point que nous voulions montrer, D et H sont en somme directe. Il nous reste ensuite, pour pouvoir dire qu'ils sont supplémentaires, il nous reste à montrer que la somme de leurs dimensions est égale à la dimension de E. Nous calculons donc dimension de H plus dimension de D. Mais ici nous avons fait l'hypothèse que E est un KEV de dimension finie, et H est un hyperplan, donc la dimension de H est égale à la dimension de E moins 1. Et D étant une droite, sa dimension est égale à 1. Donc la somme de leurs deux dimensions est bien égale à la dimension de 2. C'est le second point, et donc avec les points 1 et 2, nous pouvons conclure H et D sont supplémentaires. Passons maintenant à la proposition qui est probablement la plus importante de cette partie, la proposition qui exprime que si E est un KEV de dimension finie, alors les hyperplans de E sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles de grand E.
Commençons par rappeler ce qu'est une forme linéaire de E ou une forme linéaire sur E. C'est tout simplement une application linéaire de E dans le corps de base, donc de E dans grand K. Donc l'image d'une forme linéaire, alors ici je prends phi une forme linéaire, l'image d'une forme linéaire est incluse dans grand K, donc la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de phi, est égale à 0 ou à 1. Or nous savons que la seule application qui a 0 pour rang, c'est l'application nulle. Donc phi est une forme linéaire. Alors si phi est une forme linéaire, je vais plutôt le rédiger comme ça, si phi est une forme linéaire, phi n'est pas l'application nulle si et seulement si son rang n'est pas nul, c'est-à-dire que son rang est égal à 1. Et c'est ça que nous allons utiliser pour démontrer cette proposition. Pour la démonstration, dans un premier temps, nous allons montrer que les noyaux des formes linéaires non nulles sont toujours des hyperplans. Pour cela, nous allons prendre phi une forme linéaire non nulle. D'après ce que nous venons de rappeler, le rang de phi est égal à 1. Or, avec le théorème du rang, la dimension de E, donc l'ensemble de départ de phi, est égale à la dimension du noyau de phi, plus son rang. Ce qui permet d'affirmer que la dimension du noyau de phi est égale à la dimension de E moins le rang de phi, c'est-à-dire moins 1. Un SEV de dimension dim de E moins 1 est un hyperplan. Donc, ker de phi est bien un hyperplan. Les noyaux des formes linéaires non nulles sont des hyperplans. Il faut maintenant vérifier la réciproque. Donc pour cela, nous prenons grand H, un hyperplan de E. Et ce sens est un peu plus compliqué, il va falloir construire une application linéaire non nulle dont le noyau est exactement égal à grand H. Par définition, grand H étant un hyperplan, grand H admet comme supplémentaire une droite vectorielle, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur non nul, que nous allons appeler petit e. Il existe donc un vecteur petit e dans grand E privé de 0, tel que H admette pour supplémentaire vect de E. Cela signifie que si nous prenons un vecteur petit x dans grand E, il va exister un unique vecteur petit h dans grand H et un unique coefficient lambda dans grand K, tel que x est égal à petit h plus lambda e. Et donc h plus lambda e, c'est la décomposition unique d'un vecteur de grand E comme un vecteur de grand H plus un vecteur de vect de E. Alors nous allons définir la fonction suivante. Nous posons phi de x égale ce coefficient lambda. Et cette application est bien définie puisqu'ici lambda est unique. C'est ça qui fait que la démonstration fonctionne. Nous pouvons montrer que phi est linéaire. Alors déjà, bien sûr, phi, construite de cette manière-là, est bien une application de E dans K. Il faut montrer qu'elle est linéaire pour pouvoir affirmer que c'est une forme linéaire. Si nous prenons x et y, deux vecteurs de E, et mu, un scalaire, alors nous pouvons écrire x sous la forme hx plus phi de x fois petit e, et y, c'est le vecteur hy plus phi de y fois petit e. Alors je ne l'écris pas ici, mais hx, alors je vais comme le mentionner, hx et hy sont donc les composantes de x et de y sur grand H. Donc, si nous regardons le vecteur x plus mu fois y, il est égal au vecteur hx plus mu fois hy, plus phi de x plus mu fois phi de y fois petit e. Grand H est un SEV, donc ici par stabilité, ce vecteur est dans grand H. K lui aussi est stable par combinaison linéaire, donc ici phi de x plus mu fois phi de y est aussi un scalaire dans grand K. Donc par unicité de phi de x plus mu y, qui est obligatoirement le coefficient de la composante de x plus mu y sur vect de E. Donc par unicité de cette décomposition, nous avons obligatoirement phi de x plus mu y, qui est justement égal au coefficient souligné par une accolade verte,
c'est-à-dire phi de x plus mu de phi de y. Ce qui prouve bien que phi est une application linéaire de E dans K, donc c'est une forme linéaire. Montrons maintenant qu'elle n'est pas nulle. Si nous prenons petit e, qui appartient à grand E, eh bien petit e s'écrit comme 0, qui est bien un vecteur de grand H, plus une fois lui-même. Donc nécessairement, toujours par unicité de la décomposition, phi de E est égal à 1. Phi de E, c'est le coefficient de la composante sur E de petit e, donc il est égal à 1, ce qui nous permet d'affirmer que la fonction phi n'est pas nulle, puisque c'est une fonction qui prend une valeur égale à 1 sur un certain vecteur. Donc pour l'instant, nous avons construit une application phi qui est une forme linéaire et qui n'est pas nulle, et nous l'avons définie page de gauche. Pour conclure, si à nouveau nous prenons un vecteur x dans grand E que nous écrivons petit h indice x plus phi de x fois petit e, avec donc comme précédemment petit h indice x dans grand H, nous pouvons remarquer la chose suivante. Petit x est dans grand H, si et seulement si petit x moins h indice x est dans grand H, tout ça c'est par stabilité de x qui est un SEV, et parce que ce vecteur est dans grand H, et donc c'est équivalent à dire que phi de x.e appartient à grand H. Or, h inter vect de E est réduit à 0, puisque h et vect de E sont des supplémentaires, ils sont donc en somme directe, et le seul vecteur qui se trouve donc dans h inter vect de E, c'est le vecteur nul. Donc, la proposition précédente est équivalente à phi de x égale 0, parce que h inter vect de E est réduit à 0. Et cela, par définition, c'est équivalent à dire que quart de phi contient x. X appartient à quart de phi. Donc nous avons montré que h est égal à quart de phi, et c'est ce que nous voulions montrer. H est égal au noyau d'une forme linéaire non nulle, d'après les points 1 et 2 qui sont ici. Dans cette démonstration, étant partie d'un hyperplan grand H, nous avons pu construire une forme linéaire dont le noyau était égal à grand H. Une question qui se pose est la suivante: peut-on déterminer toutes les formes linéaires non nulles dont le noyau est égal à grand H? Y a-t-il un lien entre elles? Pour cela, nous allons donner un premier lemme avant d'énoncer le résultat qui répond à cette question. Si nous prenons grand H un hyperplan d'un KEV grand E et petit e un vecteur non nul qui n'appartient pas à grand H. Alors, ce que nous venons de montrer dans la démonstration précédente, c'est que tout vecteur petit x de grand E s'écrit de manière unique comme un vecteur hx de grand H plus lambda x fois E, où lambda x est un scalaire. Et si nous regardons l'application phi qui à x associe ce scalaire lambda x, eh bien phi est une forme linéaire non nulle dont le noyau est grand H. Ça, c'est ce que nous venons de montrer dans la démonstration précédente. Si maintenant nous prenons une seconde application linéaire, une seconde forme linéaire non nulle dont le noyau est aussi égal à grand H, alors il existe un scalaire qui est en fait U de E, tel que U est égal à U de E fois phi, ce qui signifie que U et phi sont proportionnels. La conséquence, c'est donc que deux formes linéaires de même noyau sont proportionnelles. C'est ce que nous venons de montrer en fait avec ce lemme quand les deux formes linéaires sont non nulles, mais si les formes linéaires sont nulles, leur noyau est égal à E, donc elles sont bien sûr proportionnelles, 0 et 0 sont toujours proportionnelles. Donc cela répond à notre question. Si nous avons trouvé une forme linéaire non nulle dont le noyau est h, eh bien toutes les autres, ce sont tout simplement toutes les constantes fois l'application, la forme linéaire que nous avons déjà déterminée. La démonstration est assez rapide, en écrivant donc, comme dans l'énoncé, que x est égal à hx plus phi de x fois petit e, puisque phi de x est le coefficient devant petit e dans l'écriture de x, eh bien nous avons u de x égale à u par linéarité u de hx plus u de phi de x fois e, mais hx est dans le noyau de u puisque hx appartient à h, et notre hypothèse c'est que le noyau de u est égal à grand H. Donc il nous reste uniquement u de phi de x fois e. Phi de x est un scalaire. Donc par linéarité de petit u, le dernier terme c'est phi de x, alors j'ai mis un fois, mais en fait c'est la loi point,
c'est phi de x fois u de e. Et nous avons terminé. U de e, lui aussi, est un scalaire, donc nous pouvons toujours changer l'ordre de cette relation. Nous avons montré que, pour tout x, u de x est égal à u de e fois phi de x. Donc les applications u et u de e fois phi sont égales. Pour pouvoir exploiter la proposition précédente, nous allons devoir déterminer quelle est la forme d'une forme linéaire non nulle sur E. C'est la proposition suivante qui répond à cette question. Si nous prenons grand E un KEV de dimension finie, nous allons en choisir une base E1-En et nous noterons x1, xn les coordonnées des vecteurs dans cette base. De même que de manière générique dans R2, nous notons en général xy les coordonnées des points dans la base canonique. Premier point, si nous prenons phi une forme linéaire non nulle, alors il existe un n-uplet de scalaires A1 à n non tous nuls, tel que phi soit l'application qui, à un vecteur de coordonnées x1, xn, associe la somme des AIXI, c'est-à-dire A1, x1 plus A2, x2, etc., jusqu'à AN, xn. Et réciproquement, si nous prenons une application de cette forme, c'est toujours une forme linéaire non nulle. Nous avons donc nous avons décrit toutes les formes linéaires non nulles sur E lorsque nous avons choisi une base de E. Alors juste un petit détail pour que ce soit plus clair pour la démonstration, je vais changer la couleur de ce point et je vais commencer par démontrer bien sûr le premier point. Donc je ne le réécris pas, allez ici, nous allons prendre donc phi une forme linéaire non nulle sur E. Nous allons commencer par introduire nos AI. C'est-à-dire que, pour tout i de 1 à n, nous allons poser AI égale l'image par phi du vecteur numéro i de la base que nous avons choisi. Donc AI égale phi de i. Ainsi, si x est un vecteur de coordonnées x1, xn, ce qui signifie que x est égal à la somme pour i allant de 1 à n des xi ei, eh bien phi de x, par linéarité de phi, c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi phi de ei, et donc c'est bien la somme pour i allant de 1 à n des AIXI. Donc nous remarquons que si pour tout i, AI est nul, eh bien phi de x est toujours nul, ce qui est absurde car nous avons supposé que notre application phi n'est pas nulle. Donc nous pouvons bien affirmer que le n-uplet de scalaire A1 à n appartient à k puissance n privé de 0, c'est bien un ensemble de scalaires non tous nuls. Et puis à cet endroit, nous avons montré exactement ce que nous voulions, phi de x est bien égal à la somme des AIXI, nous avons donc bien montré le premier point. Pour la réciproque, choisissons donc un n-uplet A1 à n de scalaires non tous nuls et posons phi l'application de E dans K qui à x1, xn associe la somme des AIXI. Alors phi est linéaire, je ne le détaille pas, cela se montre sans peine, je vous laisse le faire. De plus, puisque les AI sont non tous nuls, eh bien il existe un entier petit j entre 1 et n, tel que AJ n'est pas nul. Donc si nous calculons phi de EJ, avec ce même indice petit j, EJ dans la base E1, En s'écrit 0, 0, 0, et puis nous avons un 1 en jème position et des 0 ailleurs, eh bien, par définition de la fonction phi, phi de EJ, c'est exactement AJ, et ça n'est pas nul. Donc l'application phi prend une valeur non nulle en au moins un vecteur, donc elle n'est pas nulle. Nous avons donc bien montré que notre application phi est à valeur, alors elle part de E et elle est à valeur dans K, elle est linéaire, elle n'est pas nulle, c'est donc bien une forme linéaire non nulle, et nous avons montré cette proposition. La conséquence, c'est la proposition suivante. Si nous prenons grand E un KEV de dimension finie et qu'à nouveau nous en choisissons une base E1, En dans laquelle nous noterons x1, xn les coordonnées, eh bien les hyperplans de E sont exactement les ensembles d'équations A1 x1 plus A2 x2 jusqu'à AN xn égale 0 lorsque A1 à n parcourt l'ensemble de tous les n-uplets de scalaires non tous nuls. En effet, il suffit de remarquer que les hyperplans de E sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles. Or, toutes les formes linéaires non nulles ont pour expression phi de x égale justement
cette somme des AIXI. Donc être dans le noyau d'une forme linéaire non nulle, c'est exactement vérifier cette équation, somme des AIXI égale à 0. Nous retrouvons ici exactement un résultat déjà connu. Les plans de R3 sont les ensembles d'équations AX plus BY plus CZ égale à 0 quand les trois réels ABC parcourent R3 sans être tous les trois nuls. Alors, l'habitude dans R3, c'est de ne pas noter en général, on ne note pas les coordonnées x1, x2, x3, on les note plutôt x, y, z, mais à part ce petit changement, nous retrouvons exactement la proposition précédente. Donc la proposition précédente, c'est une généralisation en dimension quelconque, enfin en tout cas en dimension finie quelconque, à ce résultat sur les plans de R3 que vous connaissez déjà. Et d'ailleurs, nous aurions pu dire la même chose des droites de R2, j'ai commencé directement par R3, mais avant, nous avons R2. Les droites de R2 sont exactement les ensembles d'équations AX plus BY égale 0, avec A et B qui parcourent R2 privé de 0, puisque les plans de R3 sont les hyperplans de R3, et les droites dans R2 sont les hyperplans dans R2. Si je repars donc sur la dernière chose que j'ai écrite, sur les droites de R2, associées à cette équation, nous avons donc l'application phi de R2 dans R, qui a un vecteur xy associe le scalaire ax plus by. Donc ici, si cette droite D, si l'équation ax plus by égale 0 est l'équation d'une droite que nous appelons D, eh bien D, c'est bien le noyau de phi. Enfin, grâce au corollaire qui exprime que toutes les formes linéaires de même noyau sont proportionnelles, nous pouvons affirmer que ces équations d'hyperplan sont uniques à une constante multiplicative près. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une équation pour un hyperplan, toutes les autres équations de cet hyperplan sont tout simplement égales à lambda fois celle que vous avez trouvée, quand lambda est une constante non nulle. Pour terminer, nous allons nous intéresser à des intersections d'hyperplans pour essayer là encore de généraliser des résultats que vous connaissez en géométrie du plan ou de l'espace. Dans le plan, si nous prenons une intersection d'hyperplans, eh bien c'est une intersection de droites. Nous savons que quand nous prenons deux droites du plan, soit elles sont égales et leur intersection c'est donc une droite elle-même, soit elles ne sont pas égales, à ce moment leur intersection est égale à 0. Dans l'espace, si vous prenez des plans, c'est-à-dire des hyperplans, l'intersection de deux plans, c'est soit un plan si les deux plans sont égaux, soit une droite, et si vous prenez l'intersection de trois plans, il est possible d'obtenir un plan si les trois plans sont confondus, une droite si les plans s'articulent autour de cette droite, et un point. Nous pouvons d'ailleurs dessiner les deux dernières configurations. Donc voici représenté à gauche trois plans qui s'intersectent en une droite dans l'espace, donc un peu comme les pages d'un livre qui s'articuleraient autour d'une reliure, et à droite le dessin de trois plans qui ne s'intersectent qu'en un seul point, qui est donc nécessairement 0 puisque ce sont des SEV qui passent donc tous par 0. Nous allons essayer de donner des résultats qui permettent de donner des renseignements sur l'intersection d'un nombre quelconque d'hyperplans en dimension n. Commençons par un premier lemme. Si grand E est un KEV de dimension finie qui contient un hyperplan grand H et un SEV grand F, nous allons appeler petit p la dimension de grand F, alors la dimension de f inter H est égale à p ou à p-1. Autrement dit, lorsque vous intersectez un SEV par un hyperplan, vous ne faites baisser que de 1 au plus la dimension, ou alors même la dimension ne change pas. Là encore, n'hésitez pas à traduire ce résultat dans R3. Si vous prenez un espace vectoriel de dimension 0, 1, 2, 3 et que vous prenez son intersection avec un plan, eh bien, convainquez-vous que soit la dimension ne change pas, soit elle diminue de 1, mais il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Dans la démonstration, commençons par un premier cas. Tout simplement, si f inter h est égal à f, eh bien, il est évident que la dimension de f inter h est égale à celle de grand F, donc à petit p. Sinon, f inter h est un SEV de grand F qui n'est pas égal à grand F, ce qui signifie qu'il existe grand S, un supplémentaire de f inter h dans grand F. Donc f inter h plus entouré grand S est égal à grand F. Nous voyons donc tout de suite que la dimension de grand S est égale à la dimension de grand F moins celle de f inter h,
mais cette dimension est strictement positive puisque f n'est pas égal à f inter h alors que f inter h est inclus dans f, donc la dimension de S vaut au moins 1. Or il se trouve que S est inclus dans grand F. Donc S inter grand H est aussi égal à S inter F inter grand H, c'est-à-dire par associativité que c'est aussi S inter F inter H. S et F inter H étant en somme directe, puisqu'ils sont supplémentaires dans grand F, cette intersection est réduite à 0, donc S et H sont en somme directe. Vous remarquerez que ce petit raisonnement, nous l'avons déjà fait dans la démonstration de la formule de Grassmann. Puisque S et H sont en somme directe, la dimension de S plus H est égale à la dimension de S plus la dimension de H, ça c'est la formule de Grassmann, là encore, et donc elle est supérieure ou égale à 1 puisque la dimension de S est supérieure ou égale à 1, donc nous retrouvons ici ce 1, plus la dimension de H qui, elle, est égale à la dimension de E moins 1 puisque E est de dimension finie. Donc elle est supérieure ou égale à la dimension de E. Alors puisque S inter H, puisque S plus H est un SEV de E, finalement la seule possibilité c'est que S plus H soit de dimension égale à celle de E, et donc nécessairement S plus H est égal à E. Mais nous avons montré que S et H étaient en somme directe. Nous avons même S plus entouré H égale E. Donc S et H sont supplémentaires, ce qui implique que nécessairement la dimension de S est obligatoirement égale à 1, puisque H est un hyperplan. Donc nous revenons ici à cette ligne. La dimension de S, c'est la dimension de F moins la dimension de F inter H. Donc, avec cette égalité, nous obtenons que la dimension de F inter H, c'est la dimension de F moins la dimension de S, c'est donc bien petit p moins 1. Donc ceci, c'est avec ce que j'ai noté dièse. Nous avons donc montré ce résultat. Nous arrivons donc enfin à notre dernière proposition pour cette vidéo. Si E est un KEV de dimension finie que nous appellerons petit n, alors lorsque nous prenons petit m hyperplan de grand E, la dimension de leur intersection est au moins égale à petit n moins petit m. Ce point, je ne détaillerai pas sa démonstration, c'est tout simplement une adaptation du lemme précédent en faisant une récurrence. Le deuxième point est plus intéressant, si grand F est un SEV de grand E, sa dimension est inférieure ou égale à celle de grand E, nous allons donc la noter petit n moins petit m, pour petit m un entier entre 0 et n. Il existe alors exactement petit m hyperplan H1-HM, dont grand F est l'intersection. Remarquons que le premier point ne fait qu'illustrer les deux dessins qui se trouvent ici sur la page de gauche. Ici, j'ai pris 3 hyperplans dans R3. Leur dimension est donc supérieure ou égale à n-3, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 0. Alors évidemment ici, une dimension est toujours positive, donc ça n'est pas très parlant. Si nous passons à l'intersection de deux plans dans R3, leur intersection est donc de dimension toujours au moins égale à n, enfin à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc quand vous prenez l'intersection de deux plans, vous avez au moins une droite dans l'intersection. D'ailleurs, nous pouvons faire comme remarque, la remarque suivante, à la suite du deuxième point de cette proposition. Lorsque l'on prend une droite de R3, c'est donc l'intersection, alors EEST, une droite de R3 est donc l'intersection de 3 moins 1 hyperplans de R3, c'est-à-dire que c'est l'intersection de deux plans. Une équation cartésienne de cette droite est donc de la forme une équation d'un premier hyperplan intersectée avec l'équation d'un deuxième hyperplan. Ici, un ensemble qui vérifie deux équations, c'est en fait l'intersection de ces deux ensembles. Ici, si je note H1 qui a pour équation la première ligne de ce système et H2 qui a pour équation la deuxième ligne de ce système, eh bien H1 est un plan, H2 aussi, et la droite D, c'est l'intersection de H1 et H2. C'est pour cela que les équations cartésiennes de droite dans l'espace sont constituées
de deux équations, et il n'est pas possible d'écrire une seule équation de cette forme, sinon D serait un hyperplan, ce ne serait pas une droite. Alors cela se généralise. Si par exemple grand F est de dimension 2 dans R4, eh bien grand F sera à l'intersection de 4 moins 2, c'est-à-dire deux hyperplans, et elle aura une équation cartésienne constituée de deux lignes, pour chacune, enfin une ligne pour chacun des hyperplans. On aura une équation de cette forme-là. Si par contre vous voulez trouver l'équation d'une droite de R4, eh bien une droite de R4 est l'intersection de 4 moins 1, donc 3 hyperplans. Elle aura une équation cartésienne, alors je ne vais pas les détailler, mais de 3 lignes, 3 équations. Chaque équation sera une équation d'hyperplan dans R4, donc de la forme A1x plus B1y plus C1z plus D1t égale 0 pour E1, et puis des équations du même style avec des numéros 2 et 3 pour les deux autres équations. Nous reviendrons un peu plus en détail sur ces points-là dans le chapitre sur les matrices, lorsque nous parlerons du rang d'une matrice qui nous amènera au rang d'un système linéaire, ce qui nous permettra de parler de la dimension de l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. L'idée, rapidement, c'est que vous voyez qu'ici, à chaque fois que l'on rajoute une équation, eh bien, c'est comme si l'on faisait l'intersection avec un hyperplan. Si tous ces hyperplans sont linéairement indépendants, et cela il faudra repréciser ce que cela signifie, eh bien, par rapport à la dimension de l'espace de départ, on va perdre exactement autant de dimensions qu'il y a de lignes. Mais il est possible, lorsque l'on donne par exemple 5 équations d'hyperplans, que l'une de ces 5 équations soit par exemple la somme de deux autres. À ce moment-là, cette ligne est redondante. Nous pouvons la supprimer et nous nous retrouvons avec 4 équations. C'est pourquoi, dans le premier point de la proposition, lorsque nous prenons l'intersection de petit m hyperplans, on va perdre au maximum petit m dimensions, mais on peut en perdre moins si, dans ces hyperplans, certains sont redondants, mais cela se sera reprécisé rigoureusement dans un autre chapitre. Le premier point, comme je l'ai dit, s'obtient directement par une récurrence à la suite du lemme précédent. Je vais donc démontrer directement le second point. Pour cela, nous allons considérer donc grand F un SEV de dimension n-m, et nous allons prendre S un supplémentaire de grand F dans grand E, ce qui est possible puisque grand E est de dimension finie. Nous allons ensuite, alors je rédige un style un peu télégraphique, vous aurez une démonstration plus rédigée dans le PDF du cours. Nous allons choisir une base de grand S que nous allons noter E1EM. Donc si petit x appartient à grand E, il existe des uniques scalaires A1 jusqu'à AM, donc dans K, et un unique vecteur petit f dans grand F, tel que x est égal à la somme pour i allant de 1 à m des AI EI plus petit f. Je vais considérer pour tout i de 1 à m l'application phi numéro i qui va aller de grand E dans grand K et qui à x associe le scalaire petit ai, c'est-à-dire le coefficient devant ei dans la décomposition de x précédente. C'est un peu la même construction que ce que nous avons fait dans quelques démonstrations précédentes, et on peut montrer que phi indice i est une forme linéaire, alors une forme parce qu'elle est à valeur dans K, elle est linéaire, ce qui n'est pas très compliqué à démontrer, et elle n'est pas nulle, en particulier parce que phi i de ei est égal à 1. Il se trouve que le vecteur x appartient à grand F si et seulement si, dans sa décomposition, alors à nouveau la décomposition étoile, si et seulement si dans la décomposition étoile, toute la partie qui est sur grand S, qui est donc ici, est nulle. C'est-à-dire si et seulement si, la somme pour i allant de 1 à m des AI EI est nulle. Mais comme la famille des EI est une famille libre, cela revient à dire que pour tout i de 1 à m, le coefficient AI est nul. Grâce à nos fonctions phi i, cela est équivalent, à nouveau, à dire que pour tout i de 1 à m,
phi de x est nul. Et nous pouvons résumer cela en une seule proposition. X appartient à l'intersection, pour i allant de 1 à m, des noyaux des phi. Or, il se trouve que les phi sont des formes linéaires non nulles, donc ker de phi est un hyperplan que nous pouvons noter hi. Nous avons donc montré par équivalence que x est dans f si et seulement si x est dans l'intersection des hi, donc f est exactement égal à l'intersection des hi, c'est bien l'intersection de petit m hyperplan. Et nous allons arrêter ici cette vidéo.